étudiant en chimie à l'Université de Montréal. Je suis aussi un technophile à temps partiel. En fait, j'ai la manie d'aller des soirs lire sur les articles sur les nouvelles technologies. Par exemple, je lisais l'histoire d'Adam et Ève. Alors, si vous connaissez pas l'histoire d'Adam et Ève, c'est une excellente histoire. Adam et Ève, c'est deux robots scientifiques qui ont des corps mécaniques qui leur permettent de faire des expériences, mais qui ont aussi l'intelligence artificielle pour traiter les données, faire des hypothèses et faire des expériences pour confirmer leurs hypothèses. Alors, si vous êtes sceptique, vous pensez que c'est de la science-fiction, mais c'est vrai. En fait, Adam est la première intelligence artificielle à avoir contribué à l'avancement scientifique. Le fait qu'il a découvert la source d'une protéine orpheline dans la nature. Et elle travaille à la découverte de devant qui compte le cancer et contre la malaria. Donc, c'est super excitant comme technologie. Et c'est une seule technologie parmi une multitude. On vit réellement dans un âge d'or de développement scientifique. La technologie avance à une vitesse qui est exponentielle. Alors ça, c'est super excitant pour un technophile. On peut se dire, c'est aussi un peu épeurant. En fait, si on prend l'exemple d'Adam et Ève, autant je peux espérer qu'une telle technologie, une telle intelligence artificielle augmente la productivité, la richesse, les niveaux de vie. Autant je peux avoir peur qu'elle vole mon emploi. Alors, je pense que la différence entre une technologie qui est excitante et une technologie qui est épeurante, c'est la manière dont elle est intégrée dans la société. En fait, on ne veut pas, et on ne peut pas arrêter le progrès. Mais c'est important d'intégrer les technologies d'une manière responsable pour qu'on puisse tous en bénéficier. Ici à NOS, on pense que la première étape, c'est par l'éducation. En s'informant et en sensibilisant, on est plus apte à se poser les bonnes questions, à prévenir les problèmes plutôt que seulement à les subir, et aussi à se préparer à profiter de toutes les opportunités qui vont nous offrir cette âge d'or. Alors on se pose des questions comme comment est-ce que les autos qui se conduisent seules vont affecter l'économie du transport? Ou encore, comment est-ce que l'impression d'organes va affecter le système de santé? Ou juste ici à Montréal, on veut faire une ville intelligente. Mais c'est quoi une ville intelligente? Et comment est-ce qu'on va faire pour s'y rendre? C'est le genre de questions qu'il faut se poser maintenant. Parce que le monde n'est pas sur le point de changer. Il est en train de changer. Alors, j'ai assez parlé. On va laisser place à notre premier speaker. Donc, M. Karim Gerbi. M. Karim Gerbi a obtenu son PhD à l'Université de Pierre-Marie Curie en 2006 en sciences neurocognitives et en imagerie cérébrale. Il est maintenant assistant professeur dans le département de psychologie à l'Université de Montréal. Ses sujets de recherche incluent la connectivité du cerveau, l'interface cerveau-machine, l'intelligence artificielle, la classification des signaux cérébraux. Alors, il est titulaire de la chaire de recherche des neurosciences, des systèmes et de neuroimagerie cognitive. J'ai bien dit? Excellent. Il est membre de la Société pour les neurosciences, membre de l'Organisation internationale de recherche sur le cerveau, membre de l'Institut des ingénieurs électroniques et électroniques, et membre de la Société française des neurosciences, entre autres. Alors, M. Gerbi, c'est la parole. Ok, donc l'idée c'était de vous parler d'une partie d'un champ de recherche, d'un domaine qui est en essor et en grand développement qui s'appelle les interfaces cerveau-machine. Et on a convenu que je vais vous parler surtout de ce qu'on appelle la lecture, donc c'est la partie décodage de l'activité cérébrale dans ces interfaces cerveau-machine. Donc on va d'abord commencer par un concept qui revient souvent quand on vous parle des interfaces cerveau-machine. La première chose qui vient à l'esprit, c'est tout de suite, c'est ces interfaces-là, on va connecter les cerveaux aux machines, puis on va pouvoir deviner vos pensées, lire dans vos pensées, savoir ce que vous pensez, toutes vos pensées les plus secrètes, on va pouvoir les déchiffrer avec ces interfaces-là. Donc, ça, déjà la première réaction, là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la réalité est un peu plus compliquée que ça. En général, ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est de décoder quelque chose dont on ne comprend pas l'encodage. Okay, donc, c'est comme un dictionnaire. Une fois qu'on a fait l'encodage, on sait à quoi correspond une activité cérébrale, à quoi dans une sorte de dictionnaire qu'on doit créer. Par la suite, on va pouvoir regarder ces mots-là et comprendre le sens. Donc, on part de l'encodage pour pouvoir faire le décodage. Ce que j'appelle le yin-yang des interfaces cerveau-machine. En partie, on a l'encodage de l'activité cérébrale. En gros, comment est-ce que le cerveau va encoder une information neuronale. Et de l'autre partie, comment est-ce que la machine va pouvoir déchiffrer ça, décoder l'information pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau ou dans l'état du sujet ou du patient.
Donc, commençons par la base. Qu'est-ce qu'on comprend par une interface cerveau-machine ou brain-machine interface? Alors, la définition, elle est assez simple. C'est un système qui va nous permettre une communication directe, okay, entre un cerveau et un dispositif externe. Le dispositif externe, il peut être un bras robotisé, une machine, un ordinateur, plein de choses. En réalité, ce qui se passe, ce n'est pas vraiment une communication directe. Vous imaginez bien, ça passe d'abord par une interface. C'est ça qu'on va appeler l'interface cerveau-machine. Cette interface-là, elle va faire quoi? Elle va prendre l'activité cérébrale, la mesurer. Ensuite, elle va traiter cette information-là et appliquer des algorithmes qu'on appelle des algorithmes de translation, de décodage ou de traduction de l'activité cérébrale pour ensuite, une dernière étape, envoyer une information à l'ordinateur qui va entreprendre une action, comme afficher quelque chose par exemple. Mais encore, comment est-ce que ça peut marcher? Alors je vous donne un exemple ici. Vous demandez à une personne d'imaginer un mouvement, soit de la main droite, soit de la main gauche. Okay? Donc le sujet, il peut imaginer de bouger sa main droite, il ne le fait pas, ou alors il peut bouger sa main gauche, il ne peut toujours pas, c'est juste de l'imagination pure et simple. Ensuite, on mesure l'activité cérébrale, on traite les signaux cérébraux qu'on a mesurés autour du cerveau, et avec des algorithmes de classification, qu'on appelle l'apprentissage machine, le machine learning, on va essayer de décoder cette information-là pour deviner est-ce que cette activité cérébrale-là qu'on a mesurée correspond plus à quelqu'un qui imagine bouger sa main droite ou plus à quelqu'un qui imagine bouger sa main gauche. Et dans le cas où mon classifieur, mon algorithme dit ça, c'est plutôt l'imagerie de mouvement de la main gauche, ce que je peux faire, je peux ordonner à l'ordinateur de bouger un curseur vers la gauche. Et dans l'autre cas, dans le cas contraire, bouger un curseur vers la droite. Le résultat, c'est que quand la personne imagine un mouvement de sa main gauche, le curseur pourrait bouger à gauche. Quand il imagine bouger sa main droite, ça peut aller. Le curseur va se déplacer vers la droite. Mais encore, comment est-ce que c'est possible de faire ça? Surtout que c'est d'imagerie. Donc là, c'est vraiment les pensées, il n'y a pas d'activité musculaire faite par le sujet. Alors là, c'est là où on revient un petit peu vers la physiologie, vers les neurosciences. En fait, ce que je vous montre ici, c'est le cerveau. On va revenir voir celui-là. Là, vous voyez les régions du cerveau qui s'activent lorsque on exécute un mouvement. Vous voyez que l'activité cérébrale, elle est bien large, c'est un réseau, c'est pas juste une partie du cerveau qui s'active, même s'il y a une région motrice primaire, mais en fait, il y a tout un réseau qui s'active parce qu'il y a la sélection de l'action, le calcul de comment je vais exécuter mon action, l'exécution elle-même, et tout cela, ça prend bien plusieurs régions du cerveau. Là, ce qui devient intéressant, c'est que si je demande à quelqu'un d'imaginer un mouvement, là, vous voyez ici l'activité cérébrale qui correspond aux régions motrices, aux régions du cerveau qui s'allument, qui s'activent quand on imagine faire un mouvement. Et vous voyez tout de suite, là où j'en veux en venir, c'est qu'en fait, il y a un recouvrement très fin, un overlap entre les deux. Il y a plusieurs régions, celles qu'on voit en bleu ici, sont des régions qui sont actives dans les deux. Que ce soit un vrai mouvement ou l'imagination d'un mouvement. Autrement dit, quelqu'un, par exemple un tétraplégique, ne peut plus effectuer un mouvement, mais qui est encore capable d'imaginer le mouvement, eh bien les régions de son cerveau qui sont responsables de ce mouvement-là vont s'allumer, vont s'activer. Et donc, si je suis capable de mesurer cette activité-là, je peux pouvoir la transmettre à l'ordinateur pour lui demander d'effectuer, de déplacer par exemple un bras robotisé ou une chaise roulante. Alors, quand on parle d'interface cerveau-machine, la question qui se pose, c'est oui, alors, les signaux cérébraux, je pense que la majorité d'ici le savent, on a plusieurs façons de l'enregistrer. On peut l'enregistrer avec l'IRM, on peut l'enregistrer avec l'EEG, la MEC. Donc, quel signal va-t-on utiliser? Le signal le plus connu, le plus classique pour les interfaces cerveau-machine, parce que c'est pratique, c'est l'EEG, l'électroencéphalographie, l'espèce d'électrode qui mesure l'activité électrique du cerveau. Le pendant magnétique de ça, donc l'équivalent en magnétique, c'est la magnétoencéphalographie. C'est là où on va mesurer le champ magnétique créé par les assemblées de neurones quand elles s'activent. L'électrocorticographie, là c'est des grilles d'électrodes qui sont posées à même le cerveau, donc là il s'agit de patients implantés. On ne fait pas ça avec des sujets sains, ils ont muté. La SEEG, la stéréo-EEG, encore une fois il s'agit d'enregistrement invasif, donc là on est dans le cerveau avec des électrodes qui rentrent dans le cortex. Ça aussi c'est souvent fait dans le cas par exemple de l'épilepsie. Ou alors avec des enregistrements de microélectrodes en unitaire ou multi-unitaire, aussi en invasif. Okay. Donc, il y a deux grosses familles de types d'enregistrement électrophysiologiques, pour parler que de cela pour l'instant. En vert ici, ce qu'on appelle les enregistrements non invasifs, ça fait pas mal, ça marche très bien.
ou alors les enregistrements invasifs. Là, ça nécessite une chirurgie et on ne le fait pas avec des sujets sains, bien entendu. Alors, je vais vous montrer quelques exemples d'interface cerveau-machine, brain-machine interfaces, qui se basent sur un enregistrement d'activité de façon invasive, c'est-à-dire on va rentrer dans le cerveau. Et pour commencer un petit quiz, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de ce que c'est? Vous direz un processeur, c'est pas ça. C'est pas un tapis de fakir non plus. Je vais vous aider un petit peu, je vais vous donner un petit peu une dimension. Regardez là. Ça, c'est 2 mm. C'est la petite électrode. Tout ça, c'est les points d'enregistrement. Donc, on a 96 microélectrodes que vous voyez ici. Vous la voyez la taille par rapport à une pièce. Et là, vous voyez les 96 points d'enregistrement. Et c'est ce qu'on va utiliser dans le cas des enregistrements microélectrodes implantés dans le cortex moteur primaire, le petit carré rouge ici. Là, vous avez déjà un enregistrement de 96 sites d'enregistrement d'activité unitaire. Et cela a permis, pour plusieurs études, la première a été publiée en 2006 dans le journal Nature, où elle était capable, avec cette activité-là, de mesurer l'activité du cortex moteur chez un patient tétraplégique qui leur a permis de bouger un bras robotisé, de bouger un curseur sur un écran, d'ouvrir, fermer sa boîte mail. Il y a un apprentissage. La même équipe a publié en 2012 un autre exemple où, avec succès, ils ont été capables d'enregistrer l'activité cérébrale du cortex moteur primaire, encore une fois, avec ce type d'enregistrement, et qui ont permis à une patient tétraplégique de contrôler les mouvements d'un bras robotisé. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples d'interface cerveau-machine non invasive. Donc là, c'est à base de EEG, donc on a un casque EEG, et que on peut utiliser pour capter l'activité cérébrale et essayer de, par exemple, contrôler le mouvement d'une boule sur un écran, ou alors focaliser son attention sur une lettre parmi une grille de lettres, et par la suite arriver à déterminer la lettre souhaitée par le sujet uniquement en lisant l'activité cérébrale, ce qui permet de mettre en place un système qui va épeler des mots, par exemple. Et ça peut être du grand valeur pour quelqu'un qui a le syndrome du Doctine, le syndrome d'enfermement, et qui n'a plus moyen de communiquer avec le monde extérieur, mais qui a quand même encore la capacité de porter son attention sur une lettre. Je peux vous expliquer par la suite comment ça marche. Là, je vais essayer d'aller vite sur un certain nombre de concepts. L'idée, c'est qu'à la fin, on ait le temps aussi de discuter de certains points qui vous intéressent plus ou moins. Il y a eu aussi des démonstrations faites où on a utilisé l'activité EEG cérébrale pour contrôler les déplacements d'une chaise roulante. Là aussi, vous vous en doutez bien, on ne va pas lancer ça si notre système est fiable à 80%. Parce que quelqu'un qui veut s'arrêter, ne pas traverser une rue parce qu'il y a une voiture qui vient, il faut absolument que le système s'arrête. Donc là, on est dans des cas où on a besoin d'une fiabilité dans la prédiction et dans le décodage de l'intention de la personne qui est vraiment primordiale et importante. Il y a d'autres types d'approches où on fait cette boucle machine-cerveau. Un de ces exemples-là sont l'application du neurofeedback training, donc l'apprentissage par neurofeedback. Et là, il y a un sujet qui est face à un écran. L'activité cérébrale est mesurée en temps réel pendant qu'il participe à soit à un jeu ou à une activité éducative ou autre. Et l'activité du cerveau du sujet elle-même va modifier l'activité qui se passe sur l'écran, donc l'information visuelle. Donc on a une boucle fermée entre ce qui est présenté visuellement et l'activité du sujet. Et ce type de procédure peut être utilisé, par exemple, pour entraîner l'activité cérébrale spécifique qui, par exemple, dans le cas de certaines pathologies, n'est pas au niveau où elle devrait être chez des sujets normaux. Par exemple, augmenter l'activité du lobe temporal, du pariétal, dans une certaine bande de fréquence. C'est pour ça qu'on parle souvent de training, parce qu'on va essayer quelque part, ce qu'on est en train de faire là, c'est d'entraîner son propre cerveau, avec un retour. C'est comme les danseurs, ils s'améliorent en se regardant dans un miroir. Et bien ici, vous regardez l'activité de votre cerveau en temps réel, vous apprenez à le contrôler, ça prend beaucoup d'entraînement, c'est pas facile, ça se fait pas tout de suite. Surtout avec des enregistrements qui ne sont pas invasifs, parce que la qualité du signal, elle est moins bonne. Ce même procédé a été utilisé aussi dans un contexte où on utilise avec les enfants, par exemple, atteints de ADHD, des problèmes d'attention. On leur demande de contrôler la position d'un oiseau dans un jeu, par exemple. En fait, ce qu'eux ne savent pas, quand ils font face à ce genre de système, c'est que la position de l'oiseau est donnée par l'activité cérébrale spécifique, mesurée à un endroit spécifique de leur cerveau, dont nous, chercheurs, de notre côté, savons qu'elle est importante, qu'il faut la développer elle pour éventuellement minimiser les syndromes ou ce qu'on peut mesurer chez les patients atteints de déficit d'attention. Okay. Donc,
qu'on a essayé de faire en partie dans nos recherches, c'est développer des approches qui nous permettent de chercher de nouveaux marqueurs d'activité cérébrale. Parce que là, ce que je vous ai expliqué rapidement, c'est le concept global. Sur l'activité cérébrale, on essaye de prédire à quoi ça correspond, puis on va guider un dispositif externe. On fait ça en boucle fermée pour améliorer l'apprentissage. Mais la question c'est, ok, admettons qu'on a choisi de faire ça avec un casque EEG. Avec le casque EEG, il y a beaucoup de types de signaux que je peux mesurer. Le signal est très très riche, donc est-ce que je vais prendre l'activité dans une région plutôt que dans une autre, dans une bande de fréquence plutôt que dans une autre? Il y a beaucoup de facettes de cette activité cérébrale. Donc ce qu'on essaie de faire aussi dans nos recherches, c'est d'aller chercher quel type d'activité cérébrale est la plus utile dans ce qu'on fait. Okay. Donc là, dans ce dispositif qui a été mis en place à l'hôpital de Grenoble, on montre aux patients là, implantés dans ce cas-ci l'activité cérébrale de leur propre cerveau pendant qu'ils sont en train d'interagir avec leur environnement ou avec l'écran. Et l'idée, c'était de leur permettre, avec une télécommande aussi, de changer de chaîne. C'est pour ça qu'on appelait ça le Brain TV. Mais en fait, quand ils changeaient de chaîne, ce qui changeait, c'était pas une chaîne de télé, c'était le site cérébral qu'ils sont en train de voir sur l'écran. Et on cherchait un lien entre leur comportement, comment ils se sentent, leur état d'esprit, éventuellement leur niveau d'attention ou ce qu'ils sont en train de vivre à la première personne et ce qui défile sur l'écran. Et cela permet de chercher de nouveaux marqueurs que nous pourrons par la suite utiliser. On pourra revenir au Brain TV par la suite si ça vous intéresse. Rapidement, une extension de ça, c'est un dispositif qu'on a appelé le Brain Ball. Ici, on va explorer la capacité d'une personne à contrôler la position d'une boule sur un écran. Plus vers la droite ou vers la gauche, uniquement par l'activité cérébrale. Et peut-être que j'ai quelques exemples de cela. On va voir si ça marche. Je ne sais pas si le son il est branché. En tout cas, ce que vous voyez ici, c'est le curseur qui se déplace. La personne a une électrode dans une région de son cerveau qui joue un rôle dans la mémoire de travail, notamment le calcul. Et donc, ce qu'on lui a demandé de faire, c'est de voir si, en se mettant dans un état de calcul mental, si elle arrivait à contrôler, à bouger le curseur vers la droite, ou en se mettant plutôt au contraire dans un état de repos, si elle bougeait le curseur vers la gauche. Et on a trouvé que ça marchait plutôt bien. Et ce qui est important à noter ici, c'est que ça se passe sans entraînement. On va voir si on a un peu plus de son. S'il n'y a pas de son, c'est pas grave, on va voir ça. Il y avait une autre démonstration qui marche avec le son, donc on va un peu plus tard. Alors, un petit point très rapide, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais sur les systèmes qu'on appelle parfois low cost, que vous allez pouvoir trouver facilement, comme le système émotif et d'autres. Aujourd'hui, il y a une explosion de cet intérêt pour les interfaces cerveau-machine qui a été incorporée dans plein de domaines, et notamment le domaine du jeu, parce qu'il y a une grande industrie qui a beaucoup d'intérêt derrière pour que ça marche, entre autres. Et donc, vous allez trouver des systèmes qui vont permettre de mesurer pas mal de choses et d'incorporer cette activité cérébrale, soi-disant, dans le jeu. Parfois, ça marche plutôt moins bien. Il faut être très vigilant par rapport à ce genre de système parce que parfois, on enregistre tout et n'emporte pas avec. Je le dis juste comme on pourra en discuter plus tard, plus en détail si vous voulez. Mais il y a une grande différence entre la qualité du signal qu'on mesure en EEG dans notre laboratoire et bien sûr, il y a des systèmes qui coûtent des dizaines de milliers d'euros ou de dollars par rapport à un système qui va vous coûter 100 ou 200 $. Bien sûr, on s'attend à une qualité. Et c'est très très important d'avoir une bonne qualité de signal d'activité cérébrale si vous voulez être sûr de ce que vous faites et puis surtout ne pas faire la confusion entre l'activité réellement cérébrale
et une activité qui serait tout simplement le reflet, par exemple, de mouvement des yeux, ou alors une activité musculaire qui vient des mâchoires ou de la nuque quand la personne bouge, et surtout dans un contexte de jeu. Donc voilà, ça c'est un exemple de ce système-là, ça c'est le système émotif, vous voyez les coudes est très libre, mais vous verrez bien que les électrodes parfois sont posées dans des régions où on ne sait pas trop ce que ça va mesurer. En plus, dans l'air tout triste, pour vous montrer qu'on peut porter ce genre de système et pas avoir nécessairement l'air triste, voilà 4 personnes qui sont tout contents de leur système. Même parfois si les électrodes ne touchent pas du tout le cerveau, c'est pas grave, c'est joli. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Ça peut vous mener aussi, si vous avez un tel système à la Maison Blanche, ça peut vous présenter aussi à Obama. Donc ça, on peut le faire, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est mesurer l'activité qui ne vient pas du tout du cerveau, donc il faut faire attention. Donc, juste un point rapide sur quelques points de recherche qui nous intéressent beaucoup actuellement en ce moment, et notamment aussi dans mon laboratoire. C'est d'utiliser tous ces outils, ces approches du brain decoding qui viennent en grande partie d'un domaine qu'on appelle l'intelligence artificielle pour non pas contrôler un mobile sur un écran, mais pour essayer de mieux comprendre l'activité du cerveau lui-même. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui dans notre équipe, c'est d'essayer de, à partir d'activités cérébrales qu'on a mesurées, inférer plus d'informations en utilisant ces outils d'apprentissage machine et d'intelligence artificielle qui vont nous prédire quels sont les marqueurs de l'activité cérébrale qui vont peut-être mieux différencier deux états et les marqueurs cérébraux qui nous permettent de faire une prédiction correcte. L'idée qu'on peut avoir, c'est que ça est en train de nous informer sur comment fonctionne le cerveau. Et à ce moment-là, on a une information qu'on a gagnée grâce à ces outils-là sur la neuroscience fondamentale. Et on peut se poser la question, pourquoi utiliser ces approches-là pour les neurosciences? Mais les données cérébrales sont riches et multidimensionnelles, donc aujourd'hui aussi on a besoin d'une grande capacité de calcul pour pouvoir les gérer. Et on peut les analyser avec ces approches d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine. Le data mining est maintenant aujourd'hui quelque chose de standard, et avec la taille des données qui augmente, on a besoin d'outils intelligents pour aller comprendre ce qui se passe dans notre cerveau. Et ça va nous permettre aussi d'identifier des marqueurs pertinents via, comme je disais à l'instant, leur capacité à discriminer ou à décoder des processus cognitifs. Et enfin, ça nous permettra aussi d'explorer plusieurs variables à la fois d'activité cérébrale. Je sais que je vais un peu très vite, mais on pourra revenir à des points qui vous intéressent plus par la suite. Ça, c'était ici très rapidement pour montrer un peu le concept d'apprentissage supervisé. Vous avez vos données cérébrales mesurées chez un sujet ou chez un patient. Vous les partagez en deux parties. Une partie de training, donc d'apprentissage, et une partie de test. Okay. Après, ce que vous faites, vous prenez un classifieur et vous lui apprenez, comme à un petit enfant, à comprendre et à faire la différence entre deux types d'états, deux types d'actions, deux choix, deux décisions. Vous dites voilà ce que la personne voulait et voilà ce qu'elle voulait à ce moment-là. Regarde comment l'activité cérébrale était différente. Maintenant, avec les outils d'intelligence artificielle, on est en mesure de créer un modèle, un classifieur qui va apprendre à faire la différence entre les deux. Pour l'instant, c'est pas magique parce qu'on lui a dit en fait ce que faisait la personne. Mais là, ce qui devient intéressant, c'est que maintenant, une fois que le classifieur a appris, il y a différents types de classifieurs qu'on peut utiliser. Une fois que le classifieur a appris, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire bon, maintenant, ok, tu as bien appris ta leçon. Maintenant, je vais te donner de ma poche, je vais te donner d'un autre sujet que tu n'as jamais vu, et tu vas me dire dans quel état il était, selon ce que tu as appris. Et on va regarder ce qu'on appelle les données tests, et puis on va voir son pourcentage de réussite après cette phase de training, donc la performance qu'il va avoir. Donc s'il a bon 8 fois sur 10, on va dire qu'il a une performance de 80% de détection de l'état de la personne. Okay. Ça, en gros, c'est schématiquement ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé qu'on utilise ici. Et là, rapidement, là, c'est les neurohackers dans une équipe qui s'intéressent à utiliser ces approches pour décoder l'activité cérébrale. Il y a un nombre de projets qui sont en cours actuellement. Donc, le décodage des intentions motrices, c'est-à-dire vouloir bouger sa main vers la droite, vers la gauche, ou alors ses yeux à droite ou à gauche, faire les saccades vers la droite ou la gauche, ou haut ou bas. Et les décisions motrices, ça c'est un projet sur lequel travaille TLC, c'est le neurohacker, donc je n'ai pas le droit de divulguer dans le nom de famille, bien sûr, c'est top secret. Classification des états de méditation, on est en train de comparer ce qu'on appelle la focused attention comparé à open monitoring, c'est deux états méditatifs différents. Ça c'est définitivement qui sont écrits avec des outils d'apprentissage artificiel. La prédiction des états de sommeil, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Ça a un intérêt vraiment très pratique.
parce que on a besoin de connaître les états de sommeil quand on va étudier un polysomnographe par exemple. Et c'est une tâche très difficile à faire de façon manuelle et visuelle. Si vous avez déjà fait quelque chose comme ça peut prendre des jours entiers pour analyser un grand jeu de données. Donc avec les méthodes d'apprentissage machine, on va pouvoir faire une détection automatique de ces différents stades, qui peut bien sûr être validée par des experts par la suite. Et donc ça c'est Tarek qui fait ça. Et la classification de données qui viennent de sujets qui font beaucoup de rêves, donc high dream recall frequency, par rapport à des sujets qui disent ne pas rêver du tout. On a enregistré l'activité cérébrale et on est en train actuellement de comparer avec des approches de type intelligence artificielle, de savoir si on est en mesure de prédire quel sujet a l'activité cérébrale typique de quelqu'un qui se rappelle de ses rêves et quel sujet a l'activité spécifique de quelqu'un qui ne s'en rappelle pas. Donc, je me demande combien de minutes j'ai peut-être fait exploser déjà pendant 4 minutes, c'est parfait. Donc, les interfaces cerveau-machine aussi ont fait leur apparition aussi dans le domaine créatif. Et on voit de plus en plus émerger des projets où les gens utilisent, ou les artistes utilisent, ou interagissent soit avec des chercheurs, ou tout simplement avec les outils existants d'EEG, pour mesurer l'activité cérébrale et l'utiliser dans un contexte créatif pour en créer un environnement visuel, auditif, ou dans quelques cas aussi des conditions où on a deux personnes qui portent chacun un casque EEG, puis on va aller essayer de regarder l'interaction sociale mesurée via l'activité cérébrale des deux pendant qu'ils se regardent. Donc il y a l'information visuelle qui change, ou alors quand tu regardes peut-être quelque chose de commun, on va voir si leur activité se synchronise. Cette synchronisation va par elle-même changer ce qu'on voit dans l'environnement et par la suite donner lieu à des changements d'activité cérébrale. Puis on va voir s'il y a des synchronisations qui se mettent en place plus entre deux personnes qu'entre deux autres, des choses comme ça. Ça reste encore un projet, comme je disais, pas de recherche fondamentale mais artistique à la base, mais qui peut soulever des questions intéressantes. Ça c'est quelqu'un que je trouve rigolo, Masaki Bato, qui a mis en place un système qu'il appelle le Brain Pulse Music Machine, et il utilise l'activité cérébrale pour créer la musique. Et il fait ça, je pense, avec sa copine, son amie, sa conjointe, ou sa fille, je ne sais pas. Vous voyez ici, donc ça c'est un système qu'il a mis sur le marché qu'on peut acheter si ça vous intéresse. Il y a d'autres projets où on a encore une fois utilisé cette activité cérébrale pour l'exploration de l'activité du cerveau, de sa compréhension, mais aussi pour s'immerser dans un monde créatif comme le Brainarium de Romain Grandchamp, où il y a un collectif à Lyon qui s'appelle le collectif Télémire, qui permet via l'activité d'un casque émotif de contrôler l'environnement visuel, de lumière et de son. Et il y en a d'autres, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, pour terminer, la question qu'on se pose bien sûr, c'est le futur. C'est aussi un peu la raison d'être aussi de ce collectif, de ce groupe qui nous réunit aujourd'hui. En général, le futur il est toujours meilleur. On veut améliorer. La question, c'est améliorer quoi? Je vais commencer premièrement d'un point de vue clinique, des perspectives cliniques, justement. C'est aussi dans mon domaine ce qui nous amène aussi vers les interfaces cerveau-machine surtout. Et donc, ce qu'on cherche à faire, c'est d'améliorer la qualité de vie des patients, notamment avec des déficits moteurs comme les tétraplégies. Ou alors, permettre la communication à des patients qui sont atteints de locked-in syndrome. Alors, ceux qui ne connaissent pas le locked-in syndrome, c'est, vous avez peut-être vu le film Le Scaphandre et le Papillon, c'est typiquement ça. C'est la personne qui est enfermée, qui est complètement consciente, mais qui ne bouge aucun muscle, donc elle n'a pas moyen d'exprimer à son entourage qu'elle est consciente, mais elle est vraiment. Donc, avec ce genre de dispositif, on va pouvoir directement mesurer l'activité cérébrale et permettre une communication avec l'extérieur. Améliorer parfois aussi le diagnostic clinique en réduisant les erreurs de classification des états altérés de conscience, de ne pas mélanger les états végétatifs justement avec les locked-in, par exemple. J'ai parlé tout à l'heure du neurofeedback, le training. La neuroréhabilitation avec la BMI, ça se permet aussi d'accélérer la récupération suite à un accident, par exemple, vasculaire cérébral, par exemple. On veut bien sûr améliorer notre quotidien, donc est-ce que améliorer c'est ça? Est-ce que c'est de pouvoir à la fois être sur Facebook, boire un café, faire des mails, être au téléphone et à la fois faire un recherche? On ne sait pas ce que c'est. On nous parle souvent de augmented capacities, donc le fait de l'humain augmenté. Mais sa définition, c'est pas encore très clair, on ne sait pas qui doit nous dire dans quelle direction aller. En fait, le problème, c'est qu'on doit définir ce qu'on va appeler une amélioration. Et là aussi, c'est un grand problème de société, d'éthique qu'il faut se poser. Donc, on va se poser des questions éthiques par rapport à ça. Les risques sont par exemple
de vouloir aller coûte que coûte vers le mind reading. Ça peut être quelque chose de grave, mais ça peut être aussi quelque chose de totalement inoffensif. Est-ce qu'on est capable vraiment de le faire et jusqu'à quel point? C'est des questions qui sont encore ouvertes. Et aussi de vouloir absolument aller vers l'augmentation des capacités. Parfois, certaines personnes vont dire on ne connaît pas déjà l'humain tel qu'il est aujourd'hui, pourquoi aller essayer d'injecter d'autres capacités? Des choses pour nous déjà que je ne comprends pas tout à fait bon fonctionnement. Et pour terminer, une analogie entre vos muscles et votre cerveau. Là, on a vraiment, dans les deux cas, la possibilité avec les interfaces cerveau-machine de, comme on peut faire avec les interfaces muscle-machine, en fait, c'est ce que vous retrouvez dans les salles de gym, vous allez voir ces interfaces muscle-machine. Vous allez pouvoir travailler sur la réhabilitation suite à un accident, par exemple. Vous allez pouvoir vous entraîner vos muscles, la même chose pour le cerveau, vous allez pouvoir entraîner votre cerveau. Ça peut être amusant, donc il y a la dimension ludique, ça vous permet de faire du sport, mais bien sûr, dans plein de choses, il ne faut pas chercher aussi à aller un peu trop loin, parce qu'on peut se retrouver dans des situations peut-être un peu moins agréables comme cela. Donc, pour conclure, on a beaucoup de challenges et de questions, défis, on va dire, et des questions devant nous qui sont ouvertes. En grande partie, il y a des questions en neurophysiologie fondamentale, en neurosciences, auxquelles on n'a pas encore de réponse. Il s'agit de ces marqueurs-là qu'on veut vouloir contrôler ou qu'on devrait mieux comprendre pour pouvoir faire des interfaces cerveau-machine qui marchent réellement. Et ça, c'est une question qui est souvent, dont on ne parlera pas souvent dans les débats sur les interfaces cerveau-machine, parce qu'on a cette tendance à vouloir trop vite vers l'avant, de dire qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut détecter les émotions, est-ce qu'on va pouvoir prédire comment quelqu'un va réagir, est-ce qu'on va pouvoir lire dans les rêves des personnes. Sauf que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de questions de base en neurosciences fondamentales auxquelles on n'a pas encore les réponses et on est obligé de passer par là, même si parfois ça va ralentir un peu les avancées. En termes de méthodologie, il y a encore beaucoup de travail à faire et beaucoup d'interactions à chercher entre les chercheurs qui viennent de différents domaines, de la robotique, de l'intelligence artificielle, de l'ingénierie, mais aussi des sciences de la vie, des neurosciences, de la psychologie et d'autres domaines. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que sinon j'aurai plus le temps de terminer. Je pense que je vais m'arrêter là. J'avais des exemples avec du sang, j'aurais bien voulu vous montrer, c'est peut-être pour une prochaine fois. Merci beaucoup. Karen, on va commencer une période de questions. Oui? Vous avez montré au début deux cartes. La carte de mouvement réel et la carte des mouvements imaginaires. Avez-vous une carte équivalente pour les mouvements qui sont faits par un membre fantôme? Et est-ce que vous avez déjà appliqué celle des membres fantômes qui bougent volontairement sur celle des mouvements imaginés, celle des mouvements réels? Et y a-t-il recouvrement? Alors, je sais que de telles études existent. Je ne saurais pas vous dire si le recouvrement est du même type, je ne pense pas. Et il est possible aussi que dans certains cas, on ait aussi, avec le passage des années, une neuroplasticité qui se met en place. Vous devez prédire, je pense qu'il y aurait des différences, mais je suis aussi sûr qu'il y a une partie qui doit certainement avoir un overlap, ou un recouvrement avec les régions d'exécution réelle. Tout à fait, même pour la douleur aussi. Il y a des mouvements du membre fantôme qui sont liés à une grosse douleur chez certains patients, et les régions qui sont responsables de cette douleur-là sont les mêmes souvent, qui sont responsables de douleur bien réelle des patients qui n'ont pas de problème pas de mouvement des fantômes. Est-ce que vous avez les mêmes cartes pour l'aspect sensoriel, donc lié au toucher? Un toucher imaginé versus un toucher réel ou contre-faux? Oui, alors elle ne ressemble pas à ça bien sûr, parce que ça c'est pour la motricité, mais il y a un grand recouvrement entre les deux. Il y a aussi un recouvrement entre les régions du cerveau qui jouent un rôle dans la vision et celles qui jouent un rôle dans l'imagerie visuelle. Donc, dans l'imagerie en soi, il y a l'imagerie motrice, il y a aussi l'imagerie visuelle. Je peux imaginer voir des objets. Et là, ce n'est pas la même chose que d'imaginer bouger une jambe, par exemple. D'ailleurs, ça a été utilisé dans le cas de patients qui sont dans le coma pour prédire ceux qui vont se réveiller plus rapidement. On a pu voir en leur demandant d'imaginer bouger un membre, par exemple la jambe, ou de se déplacer dans un environnement. On a trouvé que ce n'étaient pas les mêmes régions qui étaient actives dans les deux cas. Donc la navigation spatiale chez la marché encore, et l'imagerie motrice marchait aussi. Donc ça permet. Donc il y a, dans l'imagerie en général, il y a certaines régions qu'on va retrouver dans les différents types d'imagerie, ce sont des régions communes, mais on a aussi des régions spécifiques de type d'imagerie.
avez parlé de chaises roulantes qui pouvaient être contrôlées avec des dispositifs. Vous avez dit si c'est à 80%, on ne les sortirait pas sur le marché, si c'est à 100%, on les sortirait. Mais j'étais curieux de savoir, est-ce que ça existe des dispositifs qui sont à 99 ou 100% qui marchent? Alors, d'après mon expérience, en général, c'est toujours un peu frustrant quand on est scientifique parce qu'on est toujours un peu un rabat-joie. En général, on aimerait bien qu'on nous dise oui, tout marche, D'après mon expérience, les études que j'ai vues avec les chaises roulantes, en général, ils vont faire ça chez 4 ou 5 patients, on testé ça. Sur les 4 ou 5, il y en aura un qui aura atteint 95%, puis le deuxième 80%, puis le troisième les autres 70 ou 65% de réussite. Ça dépend aussi de beaucoup de paramètres, par exemple le nombre d'heures d'entraînement. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'on parle d'apprentissage, ce n'est pas uniquement la machine qui apprend. Dans ce genre de système, l'utilisateur de la technologie va apprendre. C'est comme un vélo. Si je vous mets la première fois sur un vélo, vous n'avez jamais été sur un vélo, vous allez tomber tout de suite. Mais après un peu d'apprentissage, vous apprenez à utiliser le vélo. Pour ce genre de système, c'est aussi la même chose. Parfois, certains sujets qui utilisent l'interface à la machine ne pourront pas vous dire, après un certain temps, ce qu'ils sont en train de faire pour contrôler, pour que ça fasse ce qu'on veut, mais ils arrivent quand même, ça devient implicite. Il y a un apprentissage qui se met en place parce qu'il y a cette boucle fermée dont je parlais, un close loop, qui se met entre la machine et le sujet, qui permet ça. Mais ça prend du temps. Donc, on peut admettre qu'une personne qui est prête à passer 4 heures par semaine d'entraînement, puis l'autre qui va faire 4 heures par jour, que dans un cas, on va arriver à s'approcher plus de 90%, dans un cas, on va finir à 70%. Comme ça existe, ça marche, comment ça marche? Il y en a qui disent comment ça marchait bien, mais je n'en ai pas vu pour l'instant qu'on a mis sur le marché quelqu'un qui n'a aucune autre façon de contrôler le marché. Croyez-vous vraiment qu'on peut arriver à un decoding assez perfectionné qu'on n'ait pas besoin de faire d'encoding dans nos échelons parce que la capacité du cerveau a quand même ses limites. Ici, par exemple, le mouvement des moteurs du fond droit, l'input correcteur arrive dans le cortex visuel et même dans des cas de perte sensorielle et de changement de plastique, même dans des périodes critiques du développement, on n'arrive pas à quelque chose de 100%, un changement complet. Donc, pensez-vous vraiment que juste le decoding est assez ou si à un certain point, ça va être un mix de decoding mais aussi d'encoding dans la région de Québec pour renforcer la information? Oui, alors il y a certaines études chez l'animal qui ont montré justement qu'en rajoutant par exemple des éléments sensoriels, un retour sensitif, avec le programme moteur exécutif, on peut améliorer le contrôle d'une interface ergonomique. Donc oui, la réalité c'est que il y a au moins deux types d'approches dans ces méthodes d'apprentissage de machine pour le décodage. Soit on va vraiment chercher la partie du cerveau qui fait ça, dont c'est la responsabilité de, par exemple, vouloir commander le mouvement d'un bras. Puis on va essayer d'enregistrer son activité pour la transmettre par la suite à un ordinateur ou à un parent robotisé. Soit une autre approche qu'on appelle Open Conditioning, et là, c'est pas du tout ça. Là, on va utiliser le cerveau comme une boîte noire, le cerveau qui ne sait pas. Je vais mesurer l'activité d'une cellule du cerveau. Ça, c'est fait chez les singes, heureusement pas chez l'homme. Et ce qu'ils ont fait, ils ont donné la récompense au singe à chaque fois qu'il a des dents, quand cette cellule-là s'est activée. Et ce qui s'est passé avec le temps, l'animal a été en mesure de contrôler volontairement l'activité de cette cellule-là pour obtenir le jeu. Autrement dit, on va prendre n'importe quelle partie du cerveau, on va mettre en place une plasticité qui va nous servir dans cette interface cerveau-machine. Donc là, on s'en fout de la vraie nature de ce que devait faire cette assemblée de neurones-là, on va apprendre laquelle et on va l'entraîner à faire ce qu'on veut. Mais on peut faire ça aussi, à mon avis, c'est plus écologique et peut-être l'apprentissage sera plus rapide si on prend une région dont c'est déjà de nature, ça fonctionne. Et alors, je pense qu'on a le temps pour une dernière question. Si vous avez quand même. Bonsoir. Question, pensez-vous qu'il y a l'intérêt pour l'humain de déployer cette recherche et les outils cités précédemment pour corriger certains phénomènes cérébraux qui rendent, par exemple, la prise de décision rationnellement suboptimale comme le biais cognitif? Ou bien pensez-vous qu'il y a une suboptimalité qu'il est préférable de garder, de ne pas augmenter à travers la science? Je pense pas que ça, qu'il y a une personne qui va répondre. Je pense que ça, à la limite, c'est presque. Alors, c'est contradictoire parce que c'est une décision personnelle où vous pouvez décider de contribuer ou de participer à l'état de recherche ou pas. Mais il y a aussi des questions de société qui se posent quand on arrive à une limite éthique de ce qu'on est capable de faire.
Mais la prise de décision, ce qu'on connaît mieux aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la prise de décision perceptive, c'est-à-dire que quand on vous montre un nuage de points qui va se déplacer plutôt à droite ou à gauche, mais c'est difficile à dire, vous allez juger, porter un jugement, dire ouais, ça bouge plutôt à droite, globalement, plutôt à gauche, parce que vous avez des points qui vont dans tous les sens. Donc ça, on commence à mieux comprendre comment ça se met en place. La prise de décision par rapport à en lien avec un viewer ou une sorte de retour positif par le stimulus, ça on comprend moins. La question de est-ce qu'on veut que les machines interfèrent dans nos décisions, à quel point est-ce que c'est possible qu'elles biaisent nos décisions, ça c'est une question qui est complètement ouverte. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse globale à ça. En plus, c'est tellement contexte dépendant, ça dépend pas. Bon, super, j'en ai une fois à moi pour remercier Karim une dernière fois.